En Côte d'Ivoire, est-ce l'heure de la grande réconciliation entre l'ancien chef rebelle et ex-premier ministre Guillaume Soro et le président Alassane Ouattara? Les deux hommes qui ne s'étaient plus parlé depuis 5 ans ont repris langue après quelques gestes de magnanimité du chef de l'État vis-à-vis des fidèles de son ex-allié. Soro avait dit mettre fin à son exil, puis on l'avait aperçu au Niger, au Mali et au Burkina Faso, des pays de l'AES donc, et quelques jours après des échauffourées entre militaires burkinabés et ivoiriens, ce rapprochement s'opère. Jean-Paul, que sait-on de ce rapprochement et peut-on croire en la sincérité des acteurs? Donc pour l'instant, on peut dire que le rapprochement s'est fait, ils se sont parlé, mais à regarder, on se rend compte que finalement, il y a dû avoir une ou plusieurs personnes derrière ce rapprochement. Il y a dû avoir quelque chose, il y a dû avoir quelqu'un qui a dû... Parce que ce rapprochement arrive après le fait que le président de la République, le président Alassane Ouattara, gracie le vice-président du GPS, Soul to Soul, qui était le directeur du protocole de Soro, ami très proche depuis l'université. Il gracie un certain nombre de personnalités du GPS. Il gracie Laurent Gbagbo, tout ça. On a l'impression que le président Alassane Ouattara veut essayer d'ouvrir le débat, je dirais, politique en Côte d'Ivoire. D'incarner l'unité nationale voilà, aussi. Et même ce qui a toujours été très difficile pour lui. Voilà, et d'être aussi, je dirais, le maître du jeu. Et Soro aussi, on a le sentiment clairement que quelqu'un lui dit, appelle le président de la République, parce que Soro, pour ce que je sais, depuis près de 5 ans, certaines personnalités lui ont demandé d'appeler ou de demander officiellement pardon au président de la République. Il aurait retorqué que le président de la République peut le pardonner sans véritablement qu'il demande pardon. Et donc, le fait qu'il ait appelé pour dire merci d'avoir gracié son vice-président Soul to Soul, d'ouvrir le débat. Bon, en même temps, au-delà de ça, moi, il y a une seule chose qui m'intrigue, c'est l'attitude du président de la République. Pendant 5 ans, on ne peut pas avoir persécuté un homme comme Soro à travers le monde, qui dans ses différentes pérégrinations ne savait même pas où il allait. Il est rentré au Niger par la route. Aujourd'hui, tranquillement, comme si de rien n'était, il prend Soro au téléphone, il parle avec lui pendant une quarantaine de minutes selon les informations, comme si de rien n'était. Moi, je m'intrigue énormément. On a eu un tel niveau de détestation et en un coup de fil, tout s'en passé. Voilà pourquoi la question que tu poses a tout son poids. Il s'est dit que s'il a pu digérer Gbagbo, il peut bien digérer Soro. S'il a digéré Gbagbo, c'est parce que quand il a vu Gbagbo revenir le 17 juin 2021, il s'est rendu compte que Gbagbo, en termes d'avenir politique, c'est fini. Mais Soro, selon toi? Oui, selon moi, oui. Pour moi, Gbagbo, après le 17 juin 2021, quand il rentre en Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara se rend compte que Laurent Gbagbo n'a plus d'ambition, je dirais, présidentielle. Mais Soro, il a encore les dents bien longues et bien acérées. Ce qui est différent, quand vous regardez Charles Blé Goudé, Alassane Ouattara a gracié tout le monde. Il n'a pas gracié Charles Blé Goudé. Il n'a pas encore gracié Guillaume Soro non plus. Voilà. Geneviève, est-ce que Guillaume Soro est plus dangereux pour Alassane Ouattara aux frontières du pays, parce qu'il rôdait quand même autour du pays qu'à l'intérieur? Je pense que la situation de la Côte d'Ivoire n'est pas forcément si facile que ça. Alassane Ouattara a à ses frontières des gens qui sont assez hostiles. Hein, le jeune dirigeant burkinabé est même très hostile. Donc il n'a pas forcément intérêt à avoir un Guillaume Soro à l'extérieur. À mon avis, il y a un intérêt réciproque des deux hommes. Soro, vous avez vu cette image justement quand il arrive à Niamey, qui rencontre Tchiani. On voit un Soro qui est l'ombre de lui-même. Il est amaigri, il a des chaussettes blanches en tire-bouchon. Il donne vraiment une impression, enfin c'est plus Soro, c'est plus le Soro flamboyant, le Soro revendicatif, c'est un Soro très fragilisé, qui est depuis plus de 4 ans une espèce de fugitif à travers le monde, qui à un moment perd son passeport diplomatique, a sans doute moins d'argent, a sans doute moins de soutien. Donc il a sans doute besoin, lui aussi, de rentrer. Ça ne peut pas durer. De répit. Oui, ça ne peut pas durer toute la vie, ce type de fuite en avant. Bon, Alassane Ouattara, on voit bien, vous l'avez bien dit, qu'il est dans une démarche d'apaisement aujourd'hui.
Il est dans une démarche d'apaisement national. On l'a vu avec Laurent Gbagbo, on l'a vu avec ses 50 grâces récentes. Et puis, encore une fois, un environnement international hostile. Environnement international hostile à qui? À la Côte d'Ivoire. Enfin, je veux dire, des voisins qui lui sont hostiles. Et un contexte qui est compliqué, où il y a eu à un moment une avalanche de coups d'État. Et pourquoi pas la Côte d'Ivoire? On se disait, mais pourquoi pas le Togo, la Côte d'Ivoire? Pourquoi est-ce que ça continuerait pas, en fait? Donc, il a intérêt, lui aussi, à se protéger. C'est quelque chose avec quoi, et d'ailleurs, là-dessus, on ne peut que lui donner raison. Alassane Ouattara, il a toujours protégé son pays. Il est hyper attentif à la protection de la Côte d'Ivoire. Un Soro à l'intérieur du pays, il sait très bien tout ce dont est capable Guillaume Soro. Il est parfaitement bien placé. Il en a bien profité. Sans doute, et il est parfaitement bien placé pour le connaître parfaitement, sur le bout des doigts. Donc il sait qu'il a plutôt intérêt à l'avoir avec lui que contre lui. Mais en fait, tout dépendra quand même d'un facteur, hein, leur réconciliation entre guillemets. Ouattara sera-t-il candidat ou pas? S'il est candidat, il sera quasi impossible qu'il y ait la paix entre les deux, puisque Guillaume Soro voudra être candidat. Bon, est-ce que Guillaume... De toute façon, Guillaume Soro, aujourd'hui, n'a pas les moyens d'être candidat. Il est fugitif, il est exilé, il est condamné à la perpétuité. Donc... Est-ce qu'il n'a pas intérêt, si on se situe en termes d'intérêt politique sur le moyen ou long terme, à rentrer en Côte d'Ivoire, à essayer de contribuer à l'apaisement, à cette fameuse réconciliation toujours en cours? Ça n'a jamais été ses méthodes, ça. Jamais. Mais est-ce que dans justement, moi je me pose la question, dans ce rôle de maître du jeu de Ouattara, de maître des horloges, est-ce qu'il n'a pas envie certainement à un moment rassembler tout, je dirais, l'opposition ivoirienne ou ceux qui sont opposés à lui, et puis peut-être apparaître comme l'homme magnanime, certainement à la fin de son mandat ou bien à la fin de son règne, apparaître comme l'homme magnanime, et puis annoncer, peut-être prendre une ordonnance d'amnistie, sans doute amnistier tout le monde, et puis on ouvre le débat politique, certainement en espérant que peut-être il a pu désigner un successeur dans son camp pour pouvoir certainement qu'il sera peut-être capable de battre ou bien choisir un successeur entre Arlequin. On peut se permettre tout sortes de scénarios, mais c'est possible. Thiam n'est pas Ouattara, je dirais. Thiam est compatible avec Ouattara, Soro est compatible avec Ouattara. Ce qui les a différenciés, c'est les ambitions de Soro, c'est tout. Mais oui, Ouattara, c'est la seule chose. a besoin de C'est la seule chose qui les a séparés. Les intérêts économiques de son clan et de son clan familial, et ça, c'est extrêmement difficile de garantir. Rêve, la politique ivoirienne a des fois des allures de telenovela où les mêmes acteurs rejouent les mêmes intrigues autour du même thème, la réconciliation, et au final, des thèmes comme la démocratisation, la lutte contre les inégalités, les droits économiques et sociaux, et plus généralement sont reportés à plus tard. De ton point de vue, peut-on parler d'un pays politiquement bloqué? Et pourquoi? Oui, c'est vrai que de l'extérieur, depuis 1999, depuis vraiment le tournant avec Robert Gueye, nous, notamment depuis le Sénégal, on assiste effectivement à une sorte de balai donc à la tête de la Côte d'Ivoire, avec des crises qui sont des crises politiques qui mettent effectivement en arrière-plan les questions internes. Mais si je peux me permettre quelques réflexions sur ce qui vient d'être dit, en fait, je pense qu'il faut remonter un peu à 2000, je pense que c'était 2020 ou 2021, parce que c'est pas la première fois que Ouattara libère des prisonniers. Il en avait libéré il y a 2 ou 3 ans 78 prisonniers. Donc, il est, et d'ailleurs, c'est le champ lexical qui est employé aussi bien par lui que par le Premier ministre Mambé. Il parle de décrispation politique. Et dans la décrispation politique, moi, j'y vois une, on va dire, méthode de progression claire dans la façon dont ils veulent clore, on va dire, la crise post-électorale de 2010-2011. Et ils sont en train de le faire sur les 2 aspects. Ils sont en train de le faire d'abord sur la question des prisonniers. Vous l'avez bien rappelé, ils n'ont pas libéré tout le monde. Mais dans cette dernière fournée, on va dire, avec les 51 qui viennent d'être libérés, il y a Dogbo Blay, il y a Kate Nyatowa. Ce sont des gens qui étaient quand même assez impliqués. Je rappelle juste l'épisode donc de l'hôtel Novotel avec Dogbo Blay. Et puis, il y a des gens qui sont quand même pas encore sortis. Seka n'est pas encore sorti. Donc, le camp Simone Gbagbo n'est pas si satisfait de cela. Le rapprochement, en tout cas, ce coup de fil entre Guillaume Soro et Ouattara montre qu'ils sont en train d'arriver au point donc de la décrispation politique, c'est-à-dire de
faire re-rentrer les personnages politiques qui étaient proéminents. Gbagbo est déjà revenu, il reste Guillaume Soro, et donc le retour de Guillaume Soro. L'autre aspect de cette décrispation, et dont on n'a pas encore parlé jusqu'ici, c'est que les familles des victimes ont été rencontrées. Le président Ouattara a promis la création d'un mémorial en hommage aux victimes donc, des crises post-électorales dont je parlais tout à l'heure de 2010-2011. Je rappelle qu'il y avait plus de 3000 morts. Et donc, il y a cette dimension sociale-là des victimes, et puis il y a la dimension politique qui s'inscrit sur le long terme. Maintenant, effectivement, la question légitime qu'on peut se poser, c'est quel est l'intérêt de Ouattara dans tout ça? Je pense que si c'est quelqu'un de raisonnable... d'union en vue d'un 4e mandat, peut-être. Mais justement, ça veut dire pour ces dirigeants-là, leur problème, c'est toujours comment assurer donc leurs arrières s'ils perdent le pouvoir, ou alors comment avoir un dernier mandat qui est un mandat apaisé. Dans ce cas de figure-là, il faut choisir ses adversaires. Et je pense qu'en choisissant ses adversaires et en faisant miroiter à Guillaume Soro une normalisation de sa situation actuelle, il peut être convaincu que sa jeunesse peut l'inviter à de la patience et donc de s'accommoder avec un nouveau mandat de Ouattara, tout en ayant une normalisation de sa situation politique et donc de pouvoir même miroiter un après Ouattara où il serait un personnage proéminent. Il peut l'être, ce que ne peut pas forcément envisager quelqu'un comme Gbagbo qui a intérêt à arriver au pouvoir ici et maintenant, et je ne parle même pas de Thiam dont la légitimité est encore à construire. Je pense que ce sont tous ces éléments-là qu'il faut mettre en articulation pour voir à peu près clair sur la situation actuelle. Mais est-ce que Soro ne pourrait pas être l'anti-Tidjane Thiam, celui qui empêchera une hégémonie politique de Tidjane Thiam, alors que Laurent Gbagbo est à la fois candidat et inéligible, créer de nouveaux... Bon, et on va donner la parole à la fin à Geneviève, mais j'aimerais t'entendre un peu, Rêve, là-dessus. D'un point de vue tactique, là, on a une sorte de face-à-face, en tout cas médiatique, entre Ouattara et Thiam. Remonter la côte de certains adversaires, ça peut aussi aider à brouiller les pistes. Oui, c'est toujours intéressant de fractionner l'opposition, mais je rappelle quand même que Guillaume Soro n'est pas encore, on va dire, éligible. Donc, tout va dépendre des prochains jours, de la matérialisation concrète de ce premier prise de contact, parce que c'est ça, en fait. Jusqu'à présent, on parle d'un appel avec les dépêches AFP, etc., qui ont été confirmés par l'entourage du président de la République. Donc, une fois que le président de la République aura amnistié, gracié, plus amnistié plutôt gracié plutôt parce qu'il a été jugé, Guillaume Soro, que là, on va se rendre compte que effectivement, il y a la possibilité de ce qu'on appelle en stratégie électorale, le pipe paper candidate, c'est-à-dire de se choisir un candidat de fracture qui peut affaiblir l'opposition qu'on a en face de soi. Mais pour moi, je ne m'avancerai pas aussi loin sur l'interprétation de la situation, d'autant plus que moi, je regarde tout ça d'un peu plus loin. Alors, 2 mots pour Jean-Paul et pour Geneviève, et on passe au dernier sujet. Pour revenir sur le cas Soro, pour moi, c'est pas aussi simple que ça. La réconciliation, les deux se parlent. C'est pas aussi simple que ça. Quand j'ai lu le tweet de Soro sur cet appel, Soro a toujours ces éléments de langage, je dirais, irrévérencieux. Ouais. Quand il parle, il dit même pas le président de la République et moi, il dit lui et moi, nous nous sommes parlé. Et même dans le communiqué, c'est encore réitéré. C'est à croire que Soro a toujours cette position, je dirais, belliqueuse face à Ouattara, et il marque son ambition présidentielle quand il parle, au-delà de la réconciliation, il parle de l'élection présidentielle de 2025. Ouais. Bon, on peut imaginer qu'un homme politique a visé comme lui, et quand il parle, il regarde l'horizon que de regarder ses pieds. Je comprends que certainement, il n'espère pas être élu président en 2025. Certainement, il est dans la projection en parlant ainsi. Si ça peut revigorer sa base électorale, tant mieux. Mais dans les éléments de langage de Guillaume Soro, l'irrévérence est encore présente. Il a intérêt à incarner l'opposition radicale. C'est ce qui a voilà. amené il incarne encore.
il envoie encore des messages, je dirais, subliminaux à ses... Un dernier mot, Oui, Geneviève. alors il peut incarner effectivement l'opposition radicale, on a raison, vous avez raison, mais enfin, pour l'instant il est inéligible, pour l'instant il est hors du pays, pour l'instant son retour dépend quand même d'Alassane Ouattara complètement. Mais quand même un dernier mot, cette volonté d'apaisement, vous avez tous l'air de penser qu'Alassane Ouattara va être candidat en 2025. Moi je reste, j'ai un doute. J'ai un doute, je n'en sais rien évidemment, mais j'ai un doute, et encore une fois je trouve que le Sénégal, une nouvelle fois, rend ce 4e mandat totalement anachronique. Totalement anachronique. Ringard, et que le sur mot la a été dit Côte par d'Ivoire, Jean-Paul. oui, ringard ou anachronique, c'est un peu la même chose, la même manière de dire deux mots pour dire la même chose. Et là encore une fois, le Sénégal peut aussi sur la Côte d'Ivoire avoir un impact, c'est ce que je pense.